Bonjour et bienvenue sur notre chaîne AP&LP. Vous êtes là, vous êtes au bon endroit. La connaissance est une arme, elle commence par le savoir s'informer. C'est à nous de l'utiliser. Êtes-vous prêts pour sauver avec? AP&LP est là pour vous. Devant ces enjeux cruciaux, très brûlants, le Congo se trouve devant un choix crucial. Et refuser de choisir, c'est déjà faire un choix, car d'autres choisiront à votre place et vous subirez leur choix. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi certaines luttes, comme celle du peuple palestinien, semblent mieux portées que d'autres. J'ouvre une petite parenthèse en vous faisant une petite anecdote. En signant un cessez-le-feu permanent avec le Hamas, Israël a reconnu de fait l'existence de l'État palestinien. Un accord permanent de cessez-le-feu ne se signe qu'entre deux États, et l'on n'échange pas de prisonniers avec soi-même. Il reconnaît que les terres sur lesquelles sont les Palestiniens leur appartiennent, et qu'ils ont une organisation solide avec qui ils signent des accords. Je ferme la parenthèse. Vous comprenez un peu cette cohérence que ces gens-là portent dans leur propre lutte. Quand on revient du Congo, machacha. Pour le Congo, c'est l'inverse. Nos dirigeants sapent nos efforts, nous citoyens. Et la confusion qu'ils sont en train de mettre pousse une partie du peuple au désespoir. Et ce désespoir profite à nos ennemis. Et pas au peuple congolais. Le peuple congolais est poussé dans un désespoir par manque d'une référence qui représente l'image valide, l'image représentatrice du vrai Congolais, la vision et l'aspiration du vrai Congolais. Chaque politicien tire le drap de son côté, présentant le Congolais en apparence, mais derrière des intérêts égoïstes, mesquins et étrangers qui ne le représentent à rien. Et à force de cette répétition, pendant plus de 30 ans, si je commençais avec les crises qui commencent dans les années 90, ou pendant plus de 65 ans aujourd'hui, certaines personnes ne croient plus que le pays puisse se relever. Certaines personnes ne croient plus qu'eux seraient des acteurs de changement et de transformation pour ce pays. À la fin de cette vidéo, je voudrais que nous puissions parvenir à deux questions essentielles. Premièrement, que vaut notre maturité en tant que Congolais, 65 ans après l'indépendance? Et deuxièmement, comment choisir intelligemment après tant d'expériences, gravées dans la chair et dans le sang? Et déjà, que se passe-t-il au Congo? Il y a une guerre qui oppose aujourd'hui officiellement le gouvernement congolais à un groupe armé qui s'appelle le M23, le mouvement du 23 mars, qui est lui-même soutenu par le Rwanda. Ça, c'est la version officielle. Mais quand on analyse la question de très près, on se rend bien compte qu'il s'agit d'une politique, d'une stratégie de déstabilisation du Rwanda qui utilise justement ce groupe armé comme paravent pour atteindre d'inavouables desseins dans la région des Grands Lacs et tout particulièrement à l'est de la RDC, dans les régions du nord et du sud. Eh oui. Pour comprendre la guerre, l'instabilité qui règne en RDC depuis près de 30 ans, il faut avoir un regard braqué sur le rétroviseur de l'histoire. Et je pense ici, dans le rétroviseur de l'histoire, je pense tout particulièrement aux événements survenus au Rwanda, d'abord en 1994 avec le génocide, qui a provoqué l'arrivée massive d'une partie de la population rwandaise à l'est du Congo, dans les régions justement du nord et du sud Kivu. Et donc le nouveau pouvoir rwandais, incarné par l'actuel président M. Kagame, avait expliqué que ces gens qui étaient à l'est du Congo, dont certains avaient pris part à la guerre civile au Rwanda, y compris dans les massacres, représentaient une menace pour la sécurité du nouveau Rwanda de Kagame. Et donc, au prétexte d'éloigner cette menace, Kagame va attaquer une première fois l'est de la RDC en octobre 1996. Donc, c'est le début de la première guerre du Congo qui verra intervenir le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée et dans une certaine mesure l'Angola. Et tous ces pays étaient soutenus par les États-Unis. Parce qu'il est important de rappeler qu'en 1996, nous sommes déjà 6 ans après la fin de la guerre froide. C'est la dislocation de l'Union soviétique. Les États-Unis décident de changer le jeu d'alliance dans la région des Grands Lacs, tout particulièrement au Congo, où Mobutu était là pendant 32 ans, l'ancien président du Zaïre, donc l'actuel RDC, et qui était l'homme des Américains. À partir des années 90, les Américains opèrent un basculement stratégique important en faisant de Museveni, le président ougandais, leur homme dans la région, parce qu'à l'époque,
ça va être particulier, un peu complexe tout ce que je vais avoir expliqué, mais je vais aller vite. Vous avez Museveni qui est au pouvoir en Ouganda depuis 86, qui devient l'homme des Américains qui font la guerre, qui mène une guerre secrète contre le Soudan. Et Museveni, il a dans son armée des Tutsis rwandais exilés en Ouganda qui l'ont aidé à prendre le pouvoir quelques années plus tôt, donc en 86. Parmi ces Tutsis, vous avez un certain Paul Kagame qui est le directeur adjoint des services de renseignement ougandais et qui est envoyé aux États-Unis pour suivre une formation militaire à Fort Leavenworth. En 90, Kagame et ses amis créent le Front patriotique rwandais, l'actuel parti au pouvoir au Kigali, et ce Front patriotique rwandais va décider de reconquérir le pays, le Rwanda, donc leur pays d'origine. C'est comme ça que la guerre civile commence au Rwanda le 1er octobre 90. Et en 94, vous avez le génocide, et de ces génocides, vous avez près de 2 millions de Hutus rwandais à l'est du Congo. Et donc Kagame attaque le Congo, comme je vous l'ai dit, au prétexte de sécuriser sa partie est. Mais cette guerre, elle a deux objectifs. Vous avez la guerre que mène Kagame et en arrière-scène, vous avez la guerre que mènent les États-Unis pour reconfigurer toute la région parce que le Congo est trop important pour le laisser à n'importe qui. Et en toile de fond, vous avez le contrôle des ressources naturelles. Et donc, ça, c'est la première guerre du Congo. Et donc, cette guerre va mener à l'éviction du président Mobutu, à l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila et Nassir Makizar, qui est en réalité, en fait, la marionnette des Rwandais et des Ougandais. Et donc, quand Kabila arrive au pouvoir, 1 an et demi après son arrivée au pouvoir, il décide de remercier les Rwandais, de leur demander de rentrer chez eux. Parce que les Rwandais se comportaient en conquérant au Congo. Ils prenaient des biens des gens, ils pillaient leurs ressources naturelles et ils ont massacré beaucoup de Hutus rwandais qui étaient dans les camps des réfugiés, à l'est, dans le nord et dans le sud Kivu. Et donc, quand Kabila demande aux Rwandais de partir, Kagame n'est pas content et il lance la deuxième guerre du Congo. En août 98. C'est le début d'une guerre qu'on va qualifier de la première guerre mondiale africaine parce que vous avez à ce moment-là le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi épaulés par les États-Unis qui attaquent le Congo, qui lui est défendu par les pays de la SADC, donc la communauté des États d'Afrique australe. Il y a la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe qui interviennent du côté du Congo. Et donc cette guerre-là va perdurer pendant 4 à 5 ans. On va faire des millions de victimes. Et pendant la guerre, va survenir la question des ressources naturelles de manière beaucoup plus conséquente parce que l'ONU va mener une enquête et en 2001 va publier un rapport sur le pillage massif de ressources naturelles dont le Rwanda va devenir l'élément moteur. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Kagame va mettre en place au sein du ministère de la Défense du gouvernement rwandais un bureau appelé Congo Desk, donc le bureau Congo, qui va s'occuper du pillage de ressources naturelles du Congo. Et à l'époque, on aura près de 85 multinationales qui vont venir dans la région et qui vont profiter du pillage systématique de ressources congolaises par le Rwanda et dans une certaine mesure l'Ouganda. Par la suite, il y aura des pressions internationales qui vont mener un processus de paix. Le Rwanda va officiellement se retirer du Congo en 2002-2003. Le Congo mettra en place un gouvernement d'union nationale. Il y aura des élections en 2006. Puis en 2008, va survenir un autre groupe rebelle qui va prétexter se battre pour sécuriser les Tutsis du Congo. Alors, vous comprenez ici, encore une fois, que derrière ce groupe, il y aura encore une fois le Rwanda. Parce que pour le Rwanda, le Congo va devenir en fait le guichet automatique des matières premières. Et le Congo va permettre au Rwanda aussi de soutenir son budget militaire, mais aussi son budget sur le plan intérieur. De sorte que le Rwanda aura besoin continuellement de créer des groupes rebelles qui vont lui permettre de faire main basse sur les ressources du Congo. Donc c'est dans cette optique qu'il faut comprendre la guerre qui se déroule aujourd'hui avec le M23, qui est en fait le dernier né des groupes armés créés à l'est du Congo par le Rwanda. Le M23 est issu d'un groupe qui s'appelle le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, qui a été mis en place par des Tutsis liés à Kagame. Le CNDP est issu du RCD Goma, qui a été le groupe rebelle qui avait été créé par le Rwanda lors de la Deuxième Guerre du Congo en 1998. Donc vous comprenez qu'on est dans une sorte de changement dans la continuité sur le plan géopolitique et stratégique. Donc dans cette configuration-là, le Rwanda veut contrôler une partie du Kivu qui est très riche en ressources naturelles et de sorte à devenir l'interlocuteur privilégié des Occidentaux dans l'exploitation des ressources naturelles congolaises. La question serait alors celle de savoir pourquoi on parle toujours du conflit congolo-congolais depuis toutes ces guerres d'agression du Congo, depuis 1996 jusqu'à ce jour.
Pourquoi on ne pointe pas directement du doigt l'agresseur, mais on commence à parler, non, il s'agit des Congolais qui sont soutenus par le peuple congolais. Parce que le groupe armé se fabrique une façade congolaise. Parce que les politiciens se prêtent au jeu de l'ennemi. À chaque fois que ces politiciens sont venus prendre ton nom peuple congolais, pour dire qu'ils sont venus pour te défendre, ils sont allés solliciter l'aide de celui qui t'a toujours tué pour venir et dire qu'ils sont venus pour te sauver. Et tu l'as toujours vécu. À chaque fois qu'ils sont venus, à chaque fois que l'AFDL est venu, à chaque fois que le RCD est venu, à chaque fois que le MLC est venu, à chaque fois que le CNDP est venu, à chaque fois que le M23-1 est venu, à chaque fois que le M23-2 est venu, c'est toi qui es mort. Ce sont tes enfants qui ont été tués. Ce sont tes richesses qui ont été pillées. Ce sont nos femmes qui ont perdu leur dignité. Parce que la manipulation marche mieux quand un Congolais porte le drapeau d'une guerre étrangère. L'AFC M23 se présente aujourd'hui comme une alternative à Tshisekedi. Certains, tels que l'ancien président Joseph Kabila, disent qu'il représente une aspiration du peuple congolais. Ou son conseiller, Kikaya Bin Karouba, qui dit on est dans une zone rebelle, il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. C'est la même corruption, le même pillage, la même extorsion, le même mensonge, la même instrumentalisation du peuple. Écoutez, il est temps que nous puissions cesser avec des phrases qui ne tiennent pas quand on les croise véritablement face à la référence de la vérité. Il est temps que nous puissions cesser de dire que s'il faille signer un pacte avec le diable pour gagner l'intégrité territoriale du Congo, pour garder la dignité du peuple congolais, nous devons le faire. C'est faux. Quand on parle du diable, dans sa définition propre, le diable c'est l'accusateur, le diable c'est le malin, le diable c'est le voleur, c'est le destructeur. Il ne vient que pour voler, dérober et détruire. Et quand vous faites une alliance avec lui, cette phase est une contradictoire et ne tient pas debout devant la logique de la vérité. Vous faites un pacte avec le diable, c'est la destruction qui commence. Quand tu vends ton âme au diable, son ombre te suivra toujours. Il est temps que nous puissions cesser de choisir entre la peste et le choléra. Il est temps que nous cessions, que nous puissions lever notre dimension d'intelligence. Vous ne pouvez pas régler un problème en posant à la même dimension que le problème. Vous devez être beaucoup plus élevé que lui. C'est pourquoi un enfant de 3 ans ne transporte pas une bouteille de 3 litres. Il faudrait avoir un poids beaucoup plus conséquent pour créer la différence. Leur vice est identique à celui qu'ils prétendent combattre. Ils dénoncent le pouvoir tout en pillant le peuple exactement de la même manière. Et la conséquence pour le peuple, c'est que nous sommes massacrés depuis Bunagana, Bambo, Kishiche, Tongo, Rutshuru, Massissi, Goma jusqu'à Bukavu. Des enlèvements se font quotidiennement et puis sans problème. Des exécutions. Ces chauffeurs est les derniers cas, les seuls qui sont morts. Je dis les derniers cas, pas pour dire le, mais les au pluriel. Parce qu'ils en sont légion. Il est mort sous torture de M23. Et il a laissé derrière lui une femme et un bébé. Delka Tidengo est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dénoncé cette vérité que tous les Congolais savent et que vous voulez ignorer. Hapa Goma munajiita M23. Bani nyinyi maadef. Ituri kode kondo nyie. Politique d'occupation toute. Mtaishia hapa. Kisekedi aliwadanganya o. Mtaishia hapa. Injinia wa Kongomani o. Eh oui. Et qui prend la liberté d'expression. Et les cas sont légion. Ils ont continué dans cette même spirale d'exterminer les chefs coutumiers pour faire disparaître la vieille histoire. Et ils sont venus. Ils ont fait la profanation des tombes. Un cas explicite, prenons la ville de Goma. Le cimetière des litiges Don Bosco. Ce cimetière ne loge pas seulement les personnes chères qui ont quitté les leurs, mais ce cimetière loge des fausses communes, des Congolais dont la vie a été ôtée, civils et militaires confondus, lorsque la ville de Goma est tombée au mois de janvier, sous la main de l'agresseur. Ils y ont agrandi un parking de véhicules. Comprenez qu'ils sont dans la logique d'effacer l'histoire. Ils sont venus, ils ont ravi aux entreprises privées le marché d'évacuation d'immondices et d'assainissement de la ville. Ils ont donné le monopole à leur entreprise qui s'appelle NetVision. Et la conséquence, c'est que tous les dépendants des gens qui travaillent dans ces entreprises d'assainissement et d'évacuation d'immondices se retrouvent au chômage dans cette crise économique. Et autre chose, c'est que leur entreprise NetVision, en incapacité de faire l'évacuation d'immondices de toute la ville, tous les carrefours de la ville sont devenus des lieux d'assemblage des déchets qui restent là pendant 2 jours et qui exposent la population aux maladies. Et ils sont venus, ils ont interrompu la gratuité de l'enseignement qui était lancée sur toute l'étendue du territoire congolais. Ils sont venus, se sont dit libérateurs et réformistes.
Au lieu de réformer la gratuité, ils l'ont interrompu pour imposer aux parents de payer les frais scolaires durant cette période de précarité financière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de surcroît? Ils ont imposé une taxe de 15%. Donc le parent paye, l'école devra donner 15% de cet argent-là au M23. Ils ont dit qu'ils sont venus pour libérer. Ces gens-là ont amené les mines du Congo, qu'ils sont en train d'exploiter, dans lesquelles ils gagnent des millions et des milliards par mois. Pourquoi ils n'ont pas pris cet argent pour faire la redistribution de richesses et qu'ils sont venus pour libérer le peuple? Ils n'en ont rien fait de tout cela. Dernièrement, ils ont volé plus de 500 kilos d'or dans le sud Kivu, qui équivaut à 80 millions de dollars. En quoi les Congolais ont réussi quoi? Ils font la même chose que ceux qu'ils acquisent. Ils n'ont qu'une soif qui les anime, l'avidité cruelle et insatiable du pouvoir, qu'ils comblent par le sang congolais et qu'ils comblent par la richesse congolaise qu'ils continuent à piller. Ils pillent le peuple tout en prétendant le sauver. Ils critiquent le gouvernement, mais ils font strictement la même chose. Prendre l'argent du pauvre pendant qu'ils exploitent les minéraux et s'enrichissent honteusement. Eh, Congolais, le choix tribal, le piège éternel. Et les réalités aux provinces le prouvent, chers Congolais. La grande province du Grand Équateur, abandonnée. Regardez l'état d'infrastructures scolaires dans lesquelles nos enfants étudient, alors qu'on parle de programmes de 145 territoires. Et vous venez là parce que quelqu'un parle la même langue que toi, tu veux encore le voter. Toute la ville de Bumba n'a pas de route bitumée. La province de l'Équateur a un fleuve et du potentiel, mais rien n'y est investi. Les gens voyagent encore dans des balinières en bois. Chaque jour, il y a des naufrages. Chaque jour, il y a des incendies. Bandundu est un vaste village, oublié du développement. Et les gens y vivent dans une insécurité jusqu'à ce que vous posez la question, est-ce que l'État existe encore? Kasaï, on y exploite le minerai, mais les Kasaïens reçoivent quoi? Une crise alimentaire continue, une pauvreté endémique. Le nord et le sud Kivu. Guerre, déplacement, pillage, Ituri, c'est la même chose. Notre pays souffre partout. Mais nous, on nous vend toujours les mêmes candidats, les mêmes alliances, les mêmes promesses, emballées dans un tribalisme mortel. Parce qu'ils parlent ta langue, Jitunga, et puis tu vas encore le voter. Tu vas encore l'élire, tu vas encore le choisir, tu vas encore déposer ton espoir entre ses mains. C'est une honte que nos mamans continuent à danser avec ces pagnes de la médiocrité. C'est une honte que nos hommes continuent encore à suer en recevant ces miettes. Ne vendez plus vos âmes au diable. Il est temps que le peuple ne puisse plus continuer à emprunter le même chemin en pensant aboutir à une destination différente. La maturité congolaise est à questionner et doit s'affirmer. À 65 ans d'indépendance, sommes-nous capables d'apprendre? Sommes-nous capables de refuser les deux faces d'une même pièce? La malice et le poison. Entre le choléra et la peste, je ne choisirai rien. Bolamuka, Bakongomani. Nous avons vécu 30 ans d'enfer. Il est temps de tirer des leçons. Et je vous dis, ne désespérez plus. Car l'objectif d'une souffrance très longue, intense dans les temps, c'est que vous désespériez en ce qui est de votre liberté. Bonne nouvelle, le troisième choix, un projet national. Un choix existe, un choix différent, un choix qui nous représente enfin. Ce n'est pas les 145 territoires, financés en notre nom, mais qui ne nous profitent en rien, dont la reddition des comptes ne fait pas justifier même le 10% des fonds qui ont été décaissés, dans toutes les violations des procédures de passation des marchés. Une guerre prétendument aspiration du peuple, qui ne produit que le pillage, le malheur et le discours de la balkanisation. Un pouvoir obèse, un peuple kwashiorkoré au plus profond du sens du terme. Le troisième choix, c'est un projet de justice, de paix, de prospérité. Un Congo où la dignité des femmes est respectée, où nos femmes ne sont plus violées. Les enfants reçoivent une éducation adaptée. Le travail est valorisé. L'être humain congolais redevient sacré, non plus à cause de son appartenance tribale, non plus à cause de son appartenance à une quelconque famille politique, mais parce que justement il est congolais et qu'il en a droit. L'intelligence qui guide nos décisions. Un peuple riche d'esprit peut rendre sa terre riche. Et il est temps que nous puissions faire activité de notre richesse mentale pour transformer notre quotidien qui n'a assez que durer dans la misère. Ne marche plus en besogne, chers Congolais. Refuse le piège tribal. Refuse ces faux leaders. Oh, peuple congolais, je vous appelle à un projet de reconquête. Un projet décisif pour le Congo. Un projet pour restaurer notre dignité perdue. Le renouveau est possible. L'espoir existe encore pour cette nation bénie. C'est encore possible. Mais il exige de nous que nous agissions maintenant et ensemble. Abonnez-vous pour ne plus rater de nouveaux contenus d'analyse constructifs pour le Congo. L'Afrique en mouvement et le monde résistant. Partagez pour qu'un grand nombre soit informé
de ce que nous devons faire, afin que nous quittions cette prison d'une réalité obscure, pour vivre enfin notre vérité. Tenons notre leadership en main, pour que nous ne soyons plus là où nous sommes par contrainte, mais que nous soyons là où nous devons être. Le plus grand rêve de l'esclave, en désirant sa liberté, c'était celui de présider à son propre avenir. Et il est temps que nous puissions présider notre avenir. Que ces gens ne puissent plus prendre notre nom comme une façade sur laquelle ils discutent pour qu'ils puissent se partager amnistie après nous avoir massacrés, pour qu'ils puissent se partager poste, pour consolider leurs influences et que le peuple congolais demeure injustifié et dans le malheur. Il est temps que nous nous prenions en main. Que nous ne choisissons plus entre un pouvoir de Tshisekedi qui pendant 7 ans a démontré toute son insuffisance, toute son incapacité, toute son incongruité, aussi refuser cette proposition maléfique de Corneille Nangaa et de la FCM 23 qui n'est qu'une autre pourriture. Je vous propose un troisième choix, un projet de reconquête. Commentez ce qui charge votre cœur pour cette reconquête. Contribuez à ce travail que nous léguerons aux générations futures. Il est temps que vous agissiez, Congolais. Il est temps que nous agissions pour rendre ce pays plus beau qu'avant et que nous léguons un pays en entier, tel que nous l'avons reçu à nos générations. À la prochaine, patriotiquement et fraternellement, comme on le dit en français. Je vous dis du fond du cœur, beaucoup laka. Laissez la traduction dans votre langue maternelle. A, P et L, P.